Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une série qui m'a agréablement surpris. Je l'avais déjà découvert en 2022, mais je ne sais pas pourquoi je l'avais arrêté pendant les vacances et je me suis concentré sur autre chose. Et depuis peu, il y a moins de 6 mois, j'ai essayé de reprendre cette série. Alors, je l'ai vue sur un hasard via la plateforme France O, où il y a pas mal de séries dans le thème et l'adolescence, mais je trouve qu'il y a certaines notions qui sont purement adultes et donc moi, ça me permet de me découvrir et je trouve ça formidable aussi, qu'il y a des notions ou en tout cas le fait, de se représenter la différence comme l'homosexualité, le fait de se sentir marginal, tout ça est mis dans cette série-là, alors de manière plus ou moins explicite, parce qu'il faut partir du principe aussi qu'on a un public, qui est censé avoir 9 ans jusqu'à 14-15 ans. Alors, peut-être que des adultes peuvent le regarder, moi c'est également mon cas, mais je trouve qu'il y a à la fois cet effet de légèreté et aussi ce sérieux que je trouve, hyper enrichissant et c'est pareil pour les personnages que je trouve complexes. Alors j'ai beaucoup aimé le développement du personnage de Camille, qui au début de la saison 1, je l'ai littéralement mais détestée. C'était une femme très arrogante, carriériste, matérialiste. Elle portait, des fringues à la mode. Elle avait aussi un trio de tête avec, Meryl, que je trouve encore plus antipathique et elle représente finalement l'archétype, voire le stéréotype, de la femme qui est accro aux réseaux sociaux parce que je la vois tout le temps avec son téléphone. Donc elle me fait bien rire parce qu'elle me représente, des, côtés négatifs que j'ai moi-même dans ma vie quotidienne, comme l'addiction aux réseaux sociaux. Et donc quand j'en rigole, ce n'est pas simplement un humour, mais plutôt un rire d'anxiété parce que je me dis: «Waouh, je peux parfois être cette personne-là qui est très égocentrique et qui ne pense qu'à elle-même». C'est pareil pour Nona, ce côté perché, lunatique, alors, c'est une des filles dans le trio, qui est pour moi la plus gentille. Elle a une belle âme, mais malheureusement, elle se fait écraser et je sais que dans un trio, généralement, il y a 2 personnes qui sont beaucoup plus proches que la troisième et je pense que Nona fait partie malheureusement de ce type de personnes qui peuvent se sentir exclues dans un trio parce qu'il y a une dynamique qui va faire qu'il y aura forcément une personne qui va être écrasée et dans le meilleur des cas, on peut se sentir invisibilisé. Mais ce personnage, je l'ai trouvée très rayonnante, très touchante. Elle avait une philosophie spirituelle à elle-même qui est de ne pas se fier au jugement des autres parce qu'elle est perçue comme une personne bête, qui n'a pas les mêmes formes d'intelligence. Mais moi, je trouve qu'elle a une intelligence émotionnelle, elle est dotée d'empathie et ça, je l'avais vu dans la saison 2 où Camille, malheureusement, elle s'est fait, exclure du groupe parce qu'elle a dit des méchancetés sur les autres et ça, c'était un coup de Fiona. Heu, le retournement de situation de dingue à la fin de la saison 1 où j'apprends que c'était elle, la stalkeuse de Camille, alors que au tout début, moi, je la voyais comme une personne, bon, assez réservée, introvertie, innocente. C'était limite la personne, que j'avais envie de pouponner, c'était une de mes personnes préférées, mais après ce revirement de situation-là, je me suis dit: «OK, faut pas se fier aux apparences». C'est pareil pour Camille. Elle était très exécrable et au fur et à mesure, elle a commencé un peu à travestir, à enlever tout ce masque de la femme forte pour devenir une fille vulnérable qui a des blessures telles que l'abandon et quand j'apprends aussi qu'elle a été adoptée, pendant la saison 2, je me dis: «Ça explique tous ses comportements». Ça explique déjà le fait, qu'elle soit à la recherche tout le temps d'attention, qu'elle soit avec le beau gosse du lycée, qui est Vince, qui va se mettre en couple avec, la personnage principale, hein, donc Caroline. Là aussi, je vois beaucoup à travers ces facettes, des miroirs de ma propre personnalité, le fait que je me sente marginale, que j'ai du mal à me faire des amis, ça je l'avais vu dans le début, de l'épisode 1. On est directement immergé, dans un parcours scolaire qui est à la fois enrichissant mais très, très chaotique et donc toutes ces visions des personnages, je trouve qu'il y a un maximum de réalisme qui s'en dégage et c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié, regarder cette série. Mais néanmoins le petit, en tout cas la petite critique que je peux faire, ça va être, les musiques qui sont trop longues par rapport au format de l'épisode qui dure 24 minutes. Sur les 24 minutes, il y a environ
bon, je vais être un peu optimiste, 10 minutes qui sont consacrées au moins à 3 chansons différentes. Donc au bout d'un moment, je trouve que ça devient lancinant. Mais néanmoins, j'ai quelques musiques que j'ai beaucoup appréciées, telles que Virgulge Tangen, qui est en néerlandais, il me semble, qui est The Gossip Song, une chanson de Camille, qui pour moi est extrêmement plaisant à écouter. Enfin, je le regarde tous les jours, c'est limite devenu une obsession. C'est pareil pour la saison 3, une chanson de Caro. Je me rappelle plus le titre exact, mais je sais que pendant ce clip, il y avait Merel et Nona qui devenaient un peu jalouses parce qu'elle a commencé à développer une autre personnalité dans le sens où, comme c'était une fille qui était vue comme timide et qu'au bout d'un moment, elle a commencé à se lâcher par l'arrivée d'un nouveau personnage qui est une fille qui l'a vachement influencée au niveau du caractère, je trouve. Elle est devenue l'antithèse de la personne qu'elle a été dans les saisons précédentes et pour moi, ça m'a mis une véritable claque parce que en tant qu'humain, on peut passer à côté d'un pan entier de d'un filtre de représentation qu'on n'aurait jamais soupçonné vis-à-vis de nous-mêmes et peut-être qu'on est à la fois la meilleure des personnes, mais en même temps la pire, parce qu'on ne sait jamais de ce que demain sera fait et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce moment où elle commence à devenir la femme badass, la femme forte, qui s'assume, qui danse avec d'autres hommes, alors que je sais que ce côté un peu outrancier peut choquer et j'ai aussi eu la tête de Vince, il s'est dit: «Waouh, mais est-ce la même personne avec qui je me suis mis en couple dans les saisons précédentes?» Je ne pense pas. Mais dans tous les cas, j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle se lâche et qu'à contrario, Camille, qui était très méchante au début, entre guillemets, puisque pour moi la méchanceté, elle n'est jamais faite pour écraser les autres dans un but de perversion, mais plutôt c'est une réponse adaptative à un besoin qui n'a pas été comblé par elle. Et dans la saison 2, on découvre que la femme ménagère s'avérait être sa mère, sa véritable mère, et que la mère riche dont elle ne voit pas les liens qu'elle peut avoir avec elle, que ça soit au niveau physique et même au niveau du caractère, je trouve, il y a eu quand même pas mal d'indices qui ont montré que il y avait une véritable dissonance qui se faisait entre ses origines à elle et la façon dont elle se comportait vis-à-vis des autres et vis-à-vis même d'elle-même. Et l'élément du miroir est assez parlant puisque quand elle se regardait dans le miroir, je voyais qu'elle se sentait honteuse et qu'elle n'arrivait pas à voir son propre reflet parce que finalement, elle se fuit elle-même et elle fuit ses véritables origines inconsciemment. Mais ça, elle ne le savait pas dans la saison 1. Et dans la saison 2, je trouve, oui, que c'est une personne rayonnante. Sa façon de se comporter est devenue aux antipodes de la femme qu'elle a été. Et malheureusement, j'observe aussi qu'il y a cette dynamique de bourreau dans la saison 1 qui a été radicalement désengagée au profit de la victime du riz. Oui, Camille, c'est une femme respectable, lucide, qui garde quand même sa personnalité de femme forte, qui a ce côté quand même impulsive. Et c'est pour ça que je trouve que la série a ce réalisme-là, parce qu'on ne va pas la rendre entièrement gentille, on va garder quand même ses défauts apparents qui, pour moi, représentent une certaine beauté, parce que lorsqu'il y a des défauts, il y a des façons aussi de transmettre des émotions par ces blessures qu'elle a subies d'abandon de la part de sa mère, qui a été obligée de la mettre dans des conditions propices à son bonheur, à son bien financier, matériel. Et finalement, ce qu'elle est, c'est-à-dire la représentation, l'image de Caroline qui est naturelle, qui n'a pas besoin de plaire à tout le monde, qui a un entourage certes beaucoup plus petit que Camille, mais qui est véritablement un reflet de son âme, parce que les relations qu'elle a, c'est-à-dire Yemi, Fiona, et après l'arrivée intrigante, et j'adore ce personnage, c'est Maria, parce qu'elle est haute en couleur, elle dénonce ce qui ne va pas. Et dans la saison 2, et ça malheureusement ça n'a pas été développé jusque dans la saison 4, où là on se dit clairement waouh, Camille et Maria sont devenues les meilleures amies alors qu'au début tout laissait à penser qu'elles seraient plutôt ennemies parce que Maria a quand même un caractère fort comme Camille, mais elle va plus être spontanée, naturelle, elle va pas se soucier du jugement, du regard des autres alors que Camille le fait.
et cette dynamique-là, elle va la pousser à devenir une personne meilleure au fur et à mesure, des épisodes. Alors Camille est apparue dans la saison 1, dans la saison 2. À partir de la fin de la saison 2, elle est partie pour un voyage et elle est de retour dans la saison 4, où elle fait une brève apparition à la fin de la saison 3. Donc, j'ai beaucoup aimé son personnage, mais de A à Z concernant Camille. C'est pareil pour Maria. Après, je ne comprends pas l'intérêt de mettre un personnage qui n'est pas développé comme Fiona, que j'ai aimé, même si je la trouvais fausse dans sa manière de jouer. Alors, je ne parle pas de la comédienne, mais je parle du personnage qui pour moi était assez insipide. Je suis désolée de le dire comme ça. Je ne trouvais pas qu'il y avait une raison telle quelle de la mettre. Si elle n'était pas là, ça n'aurait rien changé au scénario, je pense, mis à part la dynamique de la personne très borderline au niveau de ses comportements, parce qu'elle était à la fois très pure, très gentille, mais en même temps, il y avait cette part d'ombre qui laissait supposer qu'il y avait un sentiment de vengeance envers Camille. Donc là, je parle beaucoup de Camille, alors que Caro, fondamentalement parlant, c'est le personnage principal. Donc là aussi, j'ai beaucoup de choses à dire sur elle. Alors, je trouve que sa description physique et la manière dont les comédiens et les producteurs l'ont habillée, ça représente mais le stéréotype même de l'intello timide, écrivaine qui va s'orienter dans une fac de littérature, et ça peut correspondre à ce profil artistique et de l'émancipation, de ce besoin de liberté, de ne pas être dans l'approbation des autres. Donc au début, je trouvais qu'elle était très gentille, qu'elle n'arrivait pas du tout à s'infirmer, et le passage que j'ai beaucoup aimé dans la saison 1, c'est lorsqu'elle lit un poème qui est intitulé, pour sa mère qui est atteinte d'un cancer, et le moment où elle le récite, on voit des scènes où la mère, apprend qu'elle a un cancer quand qu'elle est en phase terminale et qu'il y a très peu d'espoir, pour elle, qu'elle survive. Donc ça m'a fait pleurer, je ne sais pas pourquoi, peut-être que j'ai des réminiscences de vie passée, hein, mais ça n'a rien d'un hasard, et je pense que mes guides m'ont transmis cette série-là, et que je devais regarder ces épisodes. J'avais ce besoin irrépressible de me dire qu'il fallait que je le fasse, sinon je vais le regretter. Alors je sais que c'est une série, mais dites-vous qu'une série m'apprend plus de leçons que des expériences réelles qui pour moi ne concordent pas du tout avec ma personnalité. Et Caro, je l'ai trouvé hyper sincère, et j'ai détesté le moment où Camille a commencé à critiquer son poème en lui disant oh là là, c'est pour ta mère qui a un cancer. J'ai adoré la gifle, même si je la trouvais un peu timide. Caro, franchement, à partir du moment où on t'insulte, tu te défends. Pour le personnage de Vince, par contre, je l'ai trouvé très creux, très plat. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de développement vis-à-vis de son personnage, qui reste à peu près toujours le même, même si j'observe une nette amélioration vis-à-vis de son caractère. Je sais qu'il a changé grâce à Caro, mais pour autant, ça reste toujours le bad boy un peu impertinent, qui n'a pas les mots justes, qui semble un peu, je suis désolé de le dire, comme une bête de foire, qui est la caricature du mec sportif, sous testostérone, qui conçoit les femmes comme des objets. Enfin, limite, j'ai pu le mettre en évidence pendant la saison 3 lorsque la prof de sport, d'éducation sportive, parlait de la reproduction d'organes sexuels, et qu'il y avait un exercice qui consistait à essayer de mettre chaque partie dans le sens dans lequel il était attribué par rapport à la physionomie. Donc il y avait un passage aussi avec Yemi qui m'a beaucoup fait rire, parce qu'il était dans la rapidité et que, je sais pas, peut-être que j'ai l'esprit mal placé, mais la façon dont il regardait les parties génitales, ça m'a fait un peu frémir en me disant waouh, ok, lui, ça se voit, c'est quelqu'un de pur, parce que mon esprit à moi, il n'est pas du tout pur, il n'est pas du tout dans l'émerveillement, il est plutôt dans le dégoût. Mais bon. Après, je trouve que c'est assez rare de voir une famille homosexuelle avec deux pères qui ont adopté Vince, il me semble. En tout cas, c'est pas explicité dans l'histoire. Je ne sais pas s'il s'agit d'un des deux pères véritables ou s'ils l'ont adopté. Mais encore une fois, c'est assez touchant d'avoir comme des modèles, alors que je sais pertinemment que moi, je ne veux pas fonder de famille et que les enfants, ça ne m'intéresse pas. Mais pour autant, ça permet peut-être à certains adolescents qui sont homosexuels ou à des gens qui n'ont pas de modèle représentatif dans la télévision, qui ne sont pas aussi stéréotypés, parce que généralement on va se dire que
Les homosexuels, ça va être des personnes efféminées qui vont avoir certaines manières, qui vont être dans la virulence, dans une soif de sexualité débordante, alors que pour moi, ce sont juste des caricatures et que cela dépend de l'individu. Je fais exception. Il y a un des 2 personnages que j'ai pas du tout adoré et limite qui m'a déçu, c'était vis-à-vis du comportement, de la personne qui était un peu plus grosse que l'autre, qui est le père, adoptif, de Vince. Ah, j'aime beaucoup sa personnalité un peu désinvolte, je m'en foutiste, provocateur, mais pour autant, j'ai pas du tout aimé le passage où il a dégradé physiquement le comportement, de Caroline lorsqu'elle est en couple avec Vince, tout simplement. Et pour le contexte, il y avait des managements au niveau de la décoration qui devaient faire une photo pour la presse de la famille de Vince parce que son père, l'autre, est dans une carrière d'entraîneur, donc de football. Il avait une certaine réputation à tenir. Sauf que, à un moment, il a commencé à essayer d'influencer Caroline sur sa manière d'agir, d'avoir une posture exemplaire, d'avoir de l'aura. Ce que moi, j'ai pas du tout aimé parce que déjà que c'était pas obligé qu'elle soit là et en plus, il faut lui dire de se mettre à l'arrière et c'est surtout les photographes que j'avais envie de tuer. À chaque photo, il lui disait gentiment de dégager et de se mettre en arrière pour qu'on voit juste les 2 pères et Vince. Donc Caroline, au fur et à mesure, elle a commencé à reculer, 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 mais au final, cette blessure de rejet, je pense, qui lui a alimenté à travers toute son enfance, je pense que c'est pas fair-play de leur part d'inviter leur belle-fille et en plus qu'elle se fasse humilier de la sorte, je trouve ça inconcevable. Et ce qui m'a déçu, c'est la réaction de Vince, qui a été, très passive, pas du tout protecteur envers, sa petite amie. Donc, si c'est pour avoir un homme qui est censé me protéger, qui est censé aussi, revendiquer, mes droits, la façon dont je m'habille, mon apparence, mes idées, à partir du moment où il y a pas ce genre d'interaction-là, je trouve que c'est pas du tout pertinent de le mettre. Mais encore une fois, ça retranscrit bien le fait qu'elle se sente rejetée et que, comme elle n'a pas de valeur ou le minimum qu'elle croit qu'elle n'en a pas, elle se dit qu'il vaut mieux être rejetée que d'être abandonnée des autres. Et peut-être que cette vision, elle est très ancrée chez elle. Mais ouais, je suis aussi déçu par Caroline parce qu'elle impose pas sa réalité à elle. Elle n'ose pas dire non, je veux pas qu'on me retouche mes photos. Et la réaction de la famille aussi m'a blessé. Ils étaient en train de rigoler comme si finalement ce sujet était au second degré ou ça n'avait pas beaucoup d'importance alors que si ça touche à ton intégrité physique et à ton intégrité psychologique, parce que l'apparence, ça peut être un sujet très compliqué pour la personne et surtout si elle est introvertie ou timide. Mais pour Caroline, je pense que ça l'a traumatisée et ça a fait que dans la saison 3, ça s'est passé, elle a pu mettre des masques en plus pour essayer de compenser son apparence physique et le fait qu'elle soit perçue comme l'intello avec ses lunettes, ses chignons, qu'elle se néglige. Dans l'inconscient collectif, peut-être qu'elle le recevait de cette manière-là et c'est pour ça qu'elle s'est mise à prioriser sur son apparence, à porter des vêtements plus sophistiqués et même vis-à-vis de son comportement, elle a commencé à faire un peu sa BDH, sa bandeuse de mec. J'aime beaucoup ce terme parce que c'est tellement stéréotypique que ça en a l'air ridicule, mais au final, c'est un besoin de plaire aux autres. Et j'aime beaucoup l'apprentissage de ce personnage qui passe par 2 extrêmes différents et qui navigue entre les 2. Et je trouve que cette vision de la vie est très juste parce qu'on peut être à la fois très casanier, introverti et avoir une phase dans notre vie où on peut expérimenter ce que ce sont les soirées, les couples libertins, la désinvolture, la liberté matérielle et financière. Donc tout ça, ce n'est pas à critiquer mais à accepter. Par rapport aux 2 pères de Vince, ce que je reproche, c'est qu'ils ont un comportement très enfantin et que la communication n'est pas là dans ce couple. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un des 2 qui va être grincheux, je pense, particulièrement, à celui qui a le plus fort, caractère, mais qui est considéré comme le passif, l'efféminé, il va être, disons-le, casse-pied parce qu'il va pas, prendre en compte les émotions de son mari, qui va devenir son fiancé dans la saison 2.
Et oui, je trouve ça redondant, je trouve ça relou et je me dis: «Mais au final, j'ai l'impression que c'est un gamin» et je me retrouve en lui dans ces comportements que moi je déteste parce que ça retranscrit fidèlement bien une partie de moi aussi. Donc tous ces personnages, je peux m'identifier à eux, à la fois, le côté naïve, rêveuse de Caro, le côté, badass, je m'en foutiste de Camille que j'aimerais être, hein, mais aussi ce masculin que je ne suis pas, qui représente, Vince avec, sa masculinité toxique, débordante. Et le sujet aussi de l'homophobie, a été traité dans la saison 3 lorsque Yemi se faisait harceler par, un des ex-amis, de Vince. Je me rappelle, qu'au début ça m'avait trigger d'une certaine manière et je croyais que, cet harceleur-là était un homophobe refoulé, donc qu'il éprouvait une attirance pour Yemi, et que son seul moyen, lui, de lui faire ressentir des émotions, c'était par le harcèlement et par, la persécution, donc via le rejet. Mais au fur et à mesure, j'ai juste compris que c'était juste un être, dénué d'empathie, qui voulait juste le saboter et le détruire et j'essaye de comprendre ces personnes méchantes, le pourquoi du comment elles agissent ainsi, mais au final, il y a pas de compréhension à avoir. C'est juste que la personne est mauvaise et un point final et j'ai adoré la scène où Maria la dénonce au bureau du directeur en l'enregistrant et même, le fait que tous ses amis, le défendent et par rapport à ça, je reste déçu aussi du comportement, de Caro qui commence à changer et qui ne voit pas les signaux d'alerte de Yemi parce que c'est un personnage, alors je vous l'ai pas dit, mais qui est extrêmement extraverti, jovial, qui a une part, presque de naïveté, de candeur que moi j'apprécie beaucoup. C'est limite, l'enfant, le camarade avec qui on veut discuter parce qu'il y a pas d'arrière-pensée. C'est pas un être qui a, un fond de méchanceté. C'est limite, quelqu'un de très, très sensible qu'on va vouloir, choyer à vie. Et lorsqu'il est confronté à ce gars, je me rappelle plus de son prénom d'ailleurs, je pense que je l'ai occulté parce que mais c'était pas très intéressant. C'est un personnage, secondaire, mais en tant que comédien, je trouve qu'il a, réussi à jouer ce rôle de oui, de persécuteur. Lorsqu'il a commencé à se renfermer sur lui-même en essayant d'éviter les autres, je me rappelle d'une scène où il a commencé à mettre sa capuche, à essayer de voiler son corps entier. Je sais pas pourquoi ça m'a mis des frissons dans mon cœur parce que je me suis reconnu en lui, et c'est ce que je traverse actuellement. Je suis dans une phase où cet enfant intérieur, j'essaye de le cacher au plus profond de moi-même et donc cette part de candeur, des fois je peux à la fois le détester et l'aimer de tout mon cœur parce que cette ambivalence va faire que je sais qu'au fond, le véritable moi se retrouve dans sa personnalité parce que il n'a pas de filtre, il n'a pas d'arrière, pensée, il n'a aucune, oui, je vais pas dire once de méchanceté parce que c'est pas non plus, un lutin ou un être de lumière, dans un monde angélique ou quoi que ce soit. Je veux pas, rejeter le côté humain parce qu'on a tous une part d'ombre et d'obscurité, mais Yemi, même son prénom est trop cute, c'est trop mignon. Enfin, limite, c'est un des seuls prénoms que je voudrais peut-être donner à un enfant. Il incarne la joie, le soleil, mais à sa manière. Et je me demande même si ce personnage-là n'a pas des traits autistiques ou des particularités neuroatypiques. Parce que c'est très rare de voir une personne normale, entre guillemets, se conduire de la sorte et avoir des comportements qui sont à la fois stéréotypés, mais en même temps je le trouve à la fois mais très adulte dans sa manière de réfléchir, dans ses réflexions, dans son processus. Donc c'est à la fois un enfant éternel qui n'a jamais pu grandir, parce qu'il y a quand même ce côté excentrique que je retrouve chez lui, qui est hyper marrant. Il aime bien porter des vêtements de couleur, ce que moi je le fais aussi, donc c'est pour ça que c'est un peu le miroir de qui je suis et je me retrouve beaucoup en lui. Mais en même temps, il y a, cette, difficulté à nouer des relations qui est aussi envisageable pour Caro, donc c'est pour ça qu'ils arrivent très bien à communiquer ensemble. Donc Caro, Yemi, Maria, je pense qu'ils ont des particularités et que c'est le groupe d'amis idéal, pour ma part, que j'aimerais avoir dans ma vie parce que, le côté cash, hein, très aidante, très surprotectrice aussi, bon parfois elle peut être un peu lourde Maria, mais
dans le fond, elle reste quand même une personne très agréable à côtoyer. C'est pareil pour Caro, elle aime beaucoup la poésie. Bon, c'est pas spécifique, elle aime dessiner, mais en tout cas, elle a cette fibre littéraire et artistique qui est en elle et aussi intellectuelle. J'ai appris aussi que pendant la saison 4, Yemi, il voulait aller aux Beaux-Arts, donc il a un profil très artistique. Et la scène que j'ai aussi préférée, c'est lorsqu'il se liait d'amitié avec Scott. Je veux pas vous spoiler, mais dans la fin de la saison 3, on apprend que Scott a eu un frère qui est malheureusement mort. Et le dessin, ça lui permet avant tout de se souvenir de lui, d'avoir des fragments de vie, d'imprégner ses impressions par rapport à son frère, de façon à ce qu'il se souvienne de lui d'une certaine manière à travers sa fibre artistique, sa sensibilité. Et j'aime beaucoup le profil de Scott parce que en apparence, on pourrait le croire comme un bad boy, un gars viril qui n'a pas d'émotion, qui est juste un gars qui est là pour frimer. D'ailleurs, ça s'est vu dans la saison 2 avec l'introduction de son personnage lorsqu'il est en compétition, mais H24 avec Vince. C'est les deux plus gros hétéro-beaufs de ma vie, mais au final, franchement, entre Scott et Vince, je préfère largement Scott en vue de son développement que je trouve encore plus intéressant parce que il y a quand même un contexte et une pertinence au niveau de l'histoire, au niveau du narratif que moi j'aime beaucoup. Alors que Vince, c'est pas pour être masochiste et pour aimer qu'il y ait des traumatismes ou des choses qui vont faire que le personnage qui va se mettre en action. Je sais pas, Scott, je le trouve hyper séduisant. Dommage qu'il n'est pas gay ou bisexuel parce que ça aurait été idéalement ce petit ami que je voudrais avoir parce que c'est quelqu'un de drôle, mais quand il y a des moments qui demandent un minimum de sérieux, il sait le faire. Donc c'est quelqu'un qui s'adapte beaucoup. Je parle du personnage, je parle pas du comédien. Les comédiens en soi ne m'intéressent pas. C'est plus l'aspect narratif qui m'intéresse derrière. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup les personnages, mais je n'aurai aucun jugement envers les comédiens que je ne connais pas et que je n'ai pas envie de connaître parce que tout simplement, je préfère largement le fictif à la réalité. Et la réalité, je sais qu'elle est un peu plus normale et que moi, je n'aime pas la normalité. C'est pour ça que je veux rester dans ce monde de rêve et d'idéal. Je ne pouvais pas faire une réaction de Like Me sans parler de ce que la grand-mère va endurer comme épreuve. Donc, alors je vous spoil, elle est atteinte d'Alzheimer et donc elle va devoir faire le deuil de ses souvenirs, faire le deuil aussi des personnes qu'elle côtoie. Et ça m'a un peu fondu le cœur. Alors moi, personnellement, j'ai jamais eu des personnes qui ont eu de l'Alzheimer dans mon entourage, donc je n'en connais pas. Mais je sais que ça peut être hyper éprouvant. Et je me rappelle d'une de mes amies qui s'appelait Carly, qui avait eu sa grand-mère et qui nous racontait que c'est extrêmement difficile pour sa mère de voir sa mère aller dans la maison de retraite et de ne pas la reconnaître et limite d'avoir ce sentiment d'hostilité envers elle parce qu'elle la considère comme une inconnue, voire comme quelqu'un qui veut la nuire. Et il y a une scène qui est extrêmement parallèle à ce que Carly m'avait raconté quand moi j'étais en prépa avec elle. C'était assez troublant. Mais dans cette série-là, quand Caro, elle commence à venir dans son endroit préféré, alors l'endroit préféré, c'est un petit banc autour d'un lac verdoyant avec pas mal d'herbes, de pâturage. Et sa grand-mère est assise, sauf que on voit clairement les signes cliniques qu'elle est dans une sorte de désorientation et qu'elle ne sait pas où elle est. Donc ça, c'est une des caractéristiques des personnes souffrant d'Alzheimer. Donc déjà la perte de temps, la perte d'espace, la perte de repères, hein. Et ça peut mener aussi à des psychoses ou des hallucinations provoquées par des décompensations psychiques, que moi je vais appeler comme ça. Et lorsque Caro arrive, elle est toute contente. Je ne sais pas ce qui s'était passé dans cet épisode, mais ça devait être en tout cas l'un des meilleurs moments pour elle parce qu'elle devait y aller emménager avec Vince dans une autre ville, puisqu'elle a terminé son processus scolaire au lycée et qu'elle devait aller à l'université. Et spoiler alert, ils ne vont pas être du tout dans la même école. Lui va partir aux États-Unis dans une école de rugby, il me semble, alors que Caro va rester en ville pour continuer ses études par rapport au domaine littéraire. Lorsque Caro va s'asseoir, la grand-mère qui s'appelle Titine, là je me rappelle encore de son prénom. Titine, ça me fait penser à Titi et Gros Minet. Et
Ça me donne l'image d'un petit poussin, qui est tout doux, tout mielleux, qu'on a envie de câliner finalement. Mais ce petit poussin, va être très virulent et très insultant et sa grand-mère va, la confondre avec, une de ses ennemies, qu'elle avait côtoyée au lycée en tant que jeune, adolescente et tous ces souvenirs vont être si confus qu'ils vont se mélanger et c'est pour ça que j'ai à la fois adoré et détesté cette scène. C'est très étrange. Je n'ose imaginer la situation dans laquelle Caro est tiraillée entre son désir de quitter, sa ville et de s'émanciper parce qu'en tant qu'adolescente qui veut avoir une vie de jeune adulte pour, ne serait-ce qu'évoluer, matériellement parlant, socialement et pour avoir, une chance de vivre de ses études parce que le métier en littérature, je trouve qu'il y a de moins en moins d'opportunités, mais même dans la série, hein, je parle de la réalité aussi et cette, appétence ou ce choix de rester consciemment avec sa grand-mère, hein, parce qu'elle souffre, elle est malade et elle est tiraillée entre, 2 feux intérieurs, hein. Le feu du futur et le feu du lien qui l'unit à sa grand-mère et j'ai beaucoup adhéré sur, le fait qu'elle choisisse sa grand-mère et que ce n'est rien si elle ne suit pas Vince dans cette école-là parce que ça ne la correspond pas et qu'elle a envie, d'avoir un cursus, normal. J'ai trop aimé, alors gros big up, au couple des pères de Vince, qui ont littéralement clashé la mère homophobe de Camille, qui s'est permise de faire des réflexions dans le restaurant et d'ailleurs il y avait aussi Scott qui travaillait en tant que serveur. J'ai trop adoré ce moment, c'était l'un de mes préférés et surtout quand la mère, de Camille, a essayé, de lui faire, présenter, l'ami de en tout cas le fils de son ami, mais ils n'avaient rien du tout en commun. Le mec était geek alors que elle était pas du tout dans ce genre d'ambiance. Donc, scénario assez cocasse, hein, mais très drôle. Maintenant, j'ai envie de parler du couple de Yemi et de Jonas, mais je vous jure que je n'en revenais pas. Pour moi, c'était impossible. Et tout partait d'une image et le plus étrange, c'est que comme par hasard, au moment où je voulais abandonner la série, j'ai vu et j'étais pas au courant, ça c'est sûr et certain, parce que moi j'ai regardé la série au début pour me rappeler des chansons et pour me rappeler de l'ambiance scolaire, parce que je sais pas pourquoi ça m'a attiré d'une quelconque façon, mais je me suis dit waouh, enfin! Parce que quand je le regardais en 2022, il y avait que 2 saisons qui sont sorties. Et ce jour-là, j'ai regardé la troisième saison et j'étais vers l'épisode 8 ou 9. Et comme par hasard, hein, au moment où je voulais arrêter, il y a la scène suivante qui a fait l'introduction du personnage de Jonas. Et je l'ai vu par rapport à des spoilers qui ont été sur YouTube, qui va finir en couple avec Yemi. Donc, en tant que fan de yaoi, j'aime beaucoup les BL et c'est pour ça que je regarde des séries généralement, c'est par rapport aux histoires de garçons parce que les couples hétéros, personnellement, ça ne m'intéresse pas parce que je ne peux pas m'identifier et je sais pas pourquoi je trouve ça ennuyant et dans toute façon, c'est pas ma came. Je n'ai rien à faire, des films tels que Diaries, des films de vampires, de séries, même si ça peut traiter de n'importe lesquels sujets, tant que c'est gay ou LGBT, ça me va. Si je devais résumer leur relation, c'est une relation très saine, très choupie. C'est d'ailleurs une des seules relations que je peux constater qui n'est pas du tout toxique. Et je trouve que la production cinématographique et les chansons vont extrêmement bien avec ce registre d'émancipation, de liberté, de droit aussi à la différence. Et je sais que dans leur pays à eux, il y a plus de liberté au niveau des scénarios, au niveau aussi de la censure, parce que malheureusement ça existe. Il y a beaucoup de films qui ont été censurés, et je parle notamment des BL, que ce soit en Chine, en Thaïlande, surtout en Corée du Sud, si je ne me trompe pas. Vous savez que la Thaïlande, c'est le producteur numéro 1 de BL, parce que c'est leur domaine de prédilection, c'est leur île paradisiaque. Mais dans les autres pays, ça commence à se développer, même s'ils le font plus timidement, je trouve,
avec l'introduction de personnages secondaires qui vont avoir une histoire mais pas très développée. Donc c'est ce que je déplore pour le couple de Yemi et de Jonas, c'est qu'ils ont droit à quelques scènes, mais ces scènes restent quand même très touchantes et il y a une pertinence. Et moi, j'arrive facilement à me projeter parce que je les trouve pas non plus trop efféminés, mais en même temps, ils sont pas trop dans la norme masculin avec l'actif et le passif. Ce couple-là, très harmonieux, ils ont à peu près les mêmes énergies, les mêmes façons de voir le monde. Et je les verrais plus comme un binôme ou même des jumeaux limite, comme des amis. Si je devais les voir de l'extérieur, c'est ce que je me dirais. Je me dirais plus, ah, ces deux-là sont plutôt amis que amants. Donc là aussi, peut-être que ça pose un problème dans ma façon de percevoir ce couple. Mais ça n'enlève en rien l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre. Et encore une fois, je clame haut et fort le soutien de Maria parce que c'est grâce à elle qu'ils se sont mis ensemble, puisqu'elle est, comme elle est brute de décoffrage, elle aime régler le problème des autres, donc peut-être que ça ne la regarde pas, mais elle fait preuve de persévérance, surtout envers Yemi qui est assez timide par rapport au sujet à des relations amoureuses. Bref, j'ai trouvé cette série hyper chouette et satisfaisante à regarder. Concernant d'autres personnages, qu'est-ce que je peux en dire? Sur le personnage de Nona, je vous en avais déjà fait part. Le personnage de Meryl, pas très intéressante par contre, même si j'ai beaucoup aimé certaines de ses punchlines, puisque c'est la fameuse méchante qui reprend un peu les rênes du pouvoir. La chanson de Saskia, je l'ai beaucoup aimée, qui a des tonalités rythmiques très exotiques, très royales. Je ne saurais pas comment vous décrire la chanson, mais celle-ci m'a particulièrement touchée et ça m'a transporté dans une de mes autres vies où j'ai été une femme très libre, très épanouie et ça m'a reconnecté à la danse bizarrement. Je trouve qu'il y a des connotations très orientales, pacifiques. C'est les mots qui me viennent sur le moment donné. Saskia, je tiens à le rappeler, c'est un personnage qui est uniquement dans la saison 2, qui est censé être la wedding planeuse pour les fiançailles des deux pères de Vince. Même si à première vue elle a l'air assez pain beige, mais ça n'enlève en rien son talent en termes de musique. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Si je devais faire une petite conclusion, Like Me, donc de la saison 1 jusqu'à la saison 4, a été extrêmement prolifique pour moi. Ça m'a permis de ne pas m'ennuyer parce que honnêtement, j'avais rien à regarder pendant l'été. Et là, je l'ai commencé au mois de mars à avril. Ça m'a libéré d'un poids parce que quand vous vivez un quotidien d'emmerde, d'ennui et de je veux partir de ce monde, mine de rien, avoir une série, même si ça ne dure que 13 épisodes par saison, ce n'est pas grave, c'est assez réconfortant et ça me permet de m'évader dans mon imaginaire et de me construire à travers ces personnages-là qui, pour moi, ne sont pas ennuyants, mais ils révèlent des facettes que je n'ai pas et que je peux développer dans ma vie. Alors peut-être que c'est abusé ce que je dis, mais je le conçois plutôt comme un apprentissage, même si en toile de fond, ça me met plus dans une posture de spectateur qui contemple une série pour adolescents. Mais le parcours scolaire, je trouve que me... je me sens connecté avec. Et ça retrace mon histoire personnelle dans le collège, au lycée. Et de toute façon, je ne suis pas habitué à autre chose puisque je n'ai rien expérimenté. Après le lycée, je suis parti à l'université, mais ça reste très flou comme souvenir et c'est pour ça que je reste comme bloqué dans cette période qui pour moi est à la fois source d'émerveillement, mais source aussi d'anxiété, de terreur. C'est comme si à travers cette série, finalement, je me faisais mon propre purgatoire, ma propre analyse psychologique sur ce que je n'ai pas pu régler dans les sphères scolaires, hein, que ce soit vis-à-vis de l'autorité, vis-à-vis aussi des relations amicales, parce que ça reste très compliqué à faire, ne serait-ce qu'avoir des amis, mais de véritables amis authentiques, pas juste des amis que tu vas te faire et que après hop, c'est fini, bonjour, au revoir. Alors là, je vous dis pas les amours, pour moi, ce n'est pas du tout réaliste en termes de relations d'amour, parce que au lycée, c'est rare
que tu puisses garder un partenaire et en plus, normalement ça se concrétise plutôt dans la vie professionnelle lorsque l'on est stable émotionnellement parlant, mais aussi, sentimentalement, qu'on a nos entourages et qu'on ait une certaine forme de résilience. Mais quand on l'a pas, ça reste, très évasive et ça peut partir en cacahuète, en même pas 2 secondes. Seul petit bémol qui s'avère être un gros problème pour moi, vu que je n'ai rien à regarder comme série, c'est la suite de Like Me. Ça ne se fait pas avec les mêmes personnages, les mêmes décors. Je viens d'apprendre qu'il y a une suite qui a été faite en Finlande, il me semble, donc dans le pays d'origine, et qu'il est disponible uniquement sur une plateforme. Et comme par hasard, il n'y a que les Belges qui peuvent le voir. Alors, j'ai déjà fait cette critique par rapport à la série Ici tout commence, qui bizarrement est produit en France, mais les Belges, je ne sais pas pourquoi, et limite tous les pays qui n'appartiennent pas à la France, hormis celle-ci, puisqu'elle en est l'origine même de cette série, ne peut pas accéder aux épisodes qui vont venir, donc ces 2 épisodes après. Nous, on est peut-être à 2-3 épisodes avant. Donc c'est pour vous dire la différence qu'il peut y avoir. Et ça, je ne le comprendrai jamais, hein. Mais bon, les avant-premières, c'est pas destiné pour les Français malheureusement. Et c'est pareil pour la série Like Me, qui a été déjà diffusée. Je viens d'apprendre qu'il y a eu la saison 2 qui s'est terminée. Donc si je devais faire un repère chronologique, il y a la saison 1, la saison 2, la saison 3, la saison 4. Ça s'arrête à la saison 4 pour Caro et Vince, qui sont les personnages principaux. Et ensuite, ça commence pour un autre personnage qu'on va commencer à connaître, qui s'appelle Mia, donc de la saison 5 à la saison 6, et j'espère qu'il y aura jusqu'à la saison 8. Donc ça veut dire saison 5, 6, 7, 8, et le même nombre d'épisodes à peu près comme pour le premier thème de Like Me. Mais quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit waouh, la chanson est hyper entraînante. Et je me rappelle que j'ai dansé mais toute la nuit sur cette bande-son que je trouvais hyper géniale. Et j'aime beaucoup la langue. Je sais pas si c'est du néerlandais ou une autre langue du Nord, je me rappelle plus. Je ferai une autre vidéo sur la saison 5 et la saison 6 de Like Me. Alors, je ne l'ai pas vu, mais j'espère le revoir en France. Et j'espère qu'ils feront aussi les sous-titres et que ça sera sur France O, qui est une plateforme gratuite. Et d'ailleurs, je remercierai jamais assez ceux qui ont initié cette série, parce qu'on peut s'y retrouver, mais totalement en tant qu'adolescent, même en tant qu'adulte ou en tant que personne âgée, parce que on a tous des souvenirs finalement dans le parcours scolaire et aussi peut-être et malheureusement dans le parcours médical avec la coexistence de troubles, mais aussi de blessures qu'on peut travailler et qu'on peut repérer chez certains personnages plus ou moins.